Et mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur l'espace du Tech Lab. Nous allons enchaîner maintenant avec Julien Slamovitz-Zubak. Bonjour Julien, vous avez le micro ici pour votre conférence qui va durer 30 minutes. Nous allons vous écouter sur les attaques de la supply chain via les distributions Linux. 30 minutes de conférence, après lesquelles nous pourrons débattre sur quelques questions-réponses si nous avons un peu de temps. Bonne conférence à tous. Merci beaucoup. Effectivement, je vais venir vous parler des attaques supply chain sur les distributions Linux. Donc, je me présente, Julien Slamovitz, je suis le fondateur de Fenrisk, donc une petite société de sécurité offensive qu'on a montée avec mon associé en 2021, donc il y a 4 ans. C'est pas à moi que revient le mérite de ces travaux, c'est à notre ami Thomas Chauchefoin qui travaille chez Bentley Systems et à mon associé Maxime Rinaudot, qui est cofondateur de Fenrisk avec moi. Ils n'ont pas pu être là, donc je prends le fardeau et je viens vous expliquer un petit peu tout ça. Parlons un peu des attaques supply chain. Grosso modo, si vous avez envie d'empoisonner quelqu'un, plutôt que d'aller lui donner une pomme empoisonnée directement, qui n'est pas forcément le plus simple, vous allez peut-être vouloir aller empoisonner la pomme, par exemple, chez le producteur, chez le distributeur, en fait, sur toute la chaîne d'approvisionnement, là où la personne va aller s'acheter sa pomme. Les attaques supply chain, dans le monde du logiciel, c'est exactement la même chose. Grosso modo, au lieu d'aller vous attaquer directement, on va essayer d'aller attaquer toutes les chaînes logicielles et les chaînes d'approvisionnement logicielles que vous pouvez utiliser. Dans l'objectif de compromettre directement votre infrastructure. Il faut noter que l'ENISA a répertorié les attaques supply chain dans une des 7 plus grandes menaces, dans les 7 plus grandes menaces de 2024. Donc c'est quelque chose d'assez sérieux. Et on en a beaucoup entendu parler suivant SolarWinds, etc., des attaques supply chain, et on en entendait parler à toutes les sauces. Ça ne se résume pas uniquement à typo squatter le nom d'un package, etc., dans l'espoir que quelqu'un se trompe en tapant le nom d'un package. Ça a été décrit, et toute la topologie des attaques supply chain a été décrite dans un article qui s'appelle Taxonomy of Attacks of Open Source Software Supply Chains. Donc je vous invite à aller le regarder, c'est très complet et très intéressant. Si on parle des cas dans la vraie vie de supply chain, en fait, sur les infrastructures open source, il n'y en a eu que quelques-unes qui ont été répertoriées dans la nature. En 2003, il y en a 3. Il y en a sur Gentoo. Il y a des miroirs qui avaient été compromis et donc du coup qui distribuaient potentiellement des packages infectés avec des backdoors. Il y a eu aussi la même année Debian et GNU.org qui ont été compromis. En 2011, quelque chose d'assez sérieux, il y a kernel.org, donc l'organisme qui est responsable du développement du noyau Linux, qui a été compromis avec une attaque qu'on entend beaucoup en ce moment, donc le credential stuffing. Donc c'est quand même assez problématique de pouvoir compromettre le noyau Linux. Et depuis en 2016, Linux Mint avait été compromis. Simplement par une vulnérabilité web sur leur blog ou leur forum. Et en fait, les attaquants avaient simplement remplacé les liens des ISO Linux Mint. Et si vous téléchargiez Linux Mint pendant cette période de temps, vous tombiez sur un ISO backdooré, ce qui pouvait être un peu dommage. Voilà. Et plus récemment, en 2021, 2 fois git.php.net qui a été compromis. Et il n'y a pas vraiment de littérature sur le sujet, donc je ne peux pas vous en parler plus. Les attaques supply chain, c'est pas qu'une affaire de méchants. Il y a aussi des gentils, c'est comme la sécurité. Et donc il y a des recherches qui ont été faites et publiées sur ce type d'attaque. Par exemple, Max Justice, il a publié des attaques théoriques et des vulnérabilités sur les produits, par exemple RubyGems, CocoaPods et Composer. Donc on voit qu'ils pouvaient attaquer directement les packages, les gestionnaires de packages de langage qui sont très très utilisés et potentiellement remplacer les packages par des packages backdoorés. Ryota qui a fait la même chose sur PyPy, sur GitHub et sur Homebrew. Et Thomas, qui a participé à ces recherches-là, il a compromis Composer 2 fois. Et Pair. Composer et Pair, c'est les 2 package managers de PHP. Et on sait que PHP, c'est très très représenté dans le monde du web. Donc grosso modo, il aurait pu compromettre tout l'écosystème PHP. Et il a fait aussi SourceHut. Il a trouvé aussi des vulnérabilités sur SourceHut. Plus récemment, l'année dernière, on a le cas qui a fait beaucoup de bruit, c'est le cas XZ. Il y a un attaquant qui s'appelle présumablement Jatan, qui a travaillé pendant 3 ans
comme développeur puis mainteneur d'une bibliothèque obscure de Linux, en fait, qui traite la compression et qui est utilisée par d'autres packages, notamment OpenSSH. Et petit à petit, pendant ces 3 ans, il s'est imposé comme mainteneur principal et à la fin mainteneur unique sur ce projet-là. Et petit à petit, il a réussi à pousser une backdoor. Manque de bol, une fois que la backdoor a été poussée, un petit peu par chance, il y a un ingé de chez Microsoft qui s'est rendu compte que ça ralentissait un petit peu le process d'authentification d'OpenSSH et qui a réussi à remonter rapidement la piste et à trouver la backdoor rapidement. Ce qu'elle faisait, la backdoor, c'est simplement elle s'attaquait à OpenSSH. Si vous arriviez avec la bonne séquence, avec la bonne combinaison, vous pouviez contourner l'authentification d'OpenSSH, ce qui est très problématique quand on administre des serveurs Linux. Donc nous, on s'est posé la question, on s'est dit, ça prend quand même beaucoup de temps, 3 ans, et beaucoup d'investissement pour devenir développeur, devenir mainteneur, et ensuite évincer un petit peu toute l'équipe de maintien d'un package. Est-ce que c'est vraiment si difficile de compromettre une distribution Linux et est-ce que ça demande vraiment tant d'efforts? Alors, on va parler un petit peu du cycle de développement des distributions Linux. Il faut savoir que les distributions Linux, ce n'est pas un monolithe avec plein de gens qui développent plein de logiciels pour une distribution. C'est une distribution Linux, c'est un patchwork de plein de petits projets qui sont développés par des petites communautés de manière assez hétéroclite. Et ensuite, les distributions vont faire leur marché. Elles prennent ces packages, elles les récupèrent, elles les intègrent. Donc, par exemple, quand on parle de Fedora, quand on parle d'OpenSUSE, ce genre de choses, ils sont obligés d'aller chercher le code, de le modifier pour l'intégrer à leur écosystème particulier. Donc ça peut être des patchs de sécurité, ça peut être juste des patchs d'intégration, ce genre de choses. Et ensuite, ils le construisent, le paquet qui arrive à la fin sur vos distributions. Voilà. Il y a à la fin, une fois qu'on a construit, qu'on a intégré et qu'on a construit ces packages, il y a une phase de signature qui est une phase cryptographique qui consiste à mettre un tampon cryptographique sur le package pour assurer que le package qui arrive chez vous provient bien de la distribution et n'a pas été modifié. Donc c'est une assurance c'est un tampon, une assurance que la distribution met sur le package. Voilà. Donc on s'est posé la question, où est-ce qu'on peut intervenir si on a envie de compromettre par exemple les packages d'une distribution Linux? Donc évidemment, il y a toute la phase d'upstream. On peut aller essayer de compromettre un projet, mais ça veut dire ajouter du code, c'est visible, généralement c'est public. Et donc du coup, ça demande beaucoup d'efforts pour être discret et passer sous le radar. Donc on a éliminé directement cette étape-là. Il y a la phase de packaging, comme je vous disais, les distributions Linux vont chercher le code, elles apportent des patchs, que ce soit de sécurité ou d'intégration, aux différents projets qu'elles utilisent. Donc du coup, on peut potentiellement s'insérer à cet endroit-là. Et ensuite, il y a la phase de compilation, de test, et en fait, somme toute, le truc qui construit votre paquet qui arrive chez vous. Voilà. Et une fois qu'on arrive à la phase de signature, c'est trop tard. On ne peut plus toucher au package, on ne peut plus insérer de backdoor, parce que sinon, la signature sera plus bonne. OK. Alors, la méthodologie, nous, on s'est dit, si on a envie de faire rapide et efficace, il faut qu'on trouve les maillons faibles de ces infrastructures. Donc on a cherché des projets qui sont développés par les distributions, ou presque, qui sont très peu audités et qui sont open source. Open source, c'est pas juste l'open source, c'est moins sécurisé. C'est juste que nous, pour gagner du temps, on a directement accès au code source. On peut l'hoster chez nous, on peut faire des tests, etc. Grandeur nature directement sur nos infrastructures à nous. On a besoin aussi d'applis qui soient self-service. Si je ne peux pas me connecter sur l'application et que j'ai des vulnérabilités qui sont post-authentification, ça va être problématique. Il va falloir que, par exemple, j'aille chercher comment on appelle ça, une cooptation par un membre du projet, ce genre de choses. Ça existait dans le temps, c'est de moins en moins le cas. Et il faut que ces projets stockent le code ou des artefacts du code avant la signature. OK ? On n'a pas besoin d'être exhaustif quand on fait ce genre de recherche, on a besoin de trouver une bonne vulnérabilité. Le but du jeu, c'est de démontrer que c'est possible dans un temps raisonnable, donc on n'a pas besoin d'aller chercher toutes les vulnérabilités de ces projets-là. Voilà, on est parti sur les projets qui sont de packaging et de build, pour la simple et bonne raison qu'ils présentent quand même pas mal d'avantages pour un attaquant. Pour aller chercher le code, par exemple, ils font énormément de requêtes externes, donc pour aller chercher le code sur des sources diverses et variées.
Ils utilisent aussi pas mal d'outils de versionning, donc Git, Mercurial, SVN et même des plus obscurs. Et ils manipulent énormément d'archives. Nous, d'un point de vue d'un attaquant, quand on fait des tests d'intrusion, etc., au bout d'un moment, on se rend compte que c'est quand même des fonctionnalités qui souvent peuvent poser des problèmes. Donc on s'est dit, ça tombe bien, parce que les projets qu'on va attaquer, ils vont faire une utilisation extensive de ce genre de choses. Voilà, on s'est orienté tout de suite vers une classe de vulnérabilité qui est assez peu comprise et assez peu recherchée. Finalement, c'est les injections d'arguments. Les injections d'arguments, grosso modo, au lieu d'une injection de commande comme on a l'habitude de voir, les injections d'arguments, c'est par exemple, vous allez appeler wget, vous allez appeler git ou ce genre de commande, et à un moment, l'attaquant va pouvoir manipuler un flag qu'il y a dans la command line. Il ne va pas pouvoir s'échapper du contexte de la commande, mais il va pouvoir utiliser en fait les flags qui sont à sa disposition. Donc par exemple, dans wget, on va en voir un petit peu après qui peuvent nous être utiles. Et donc c'est relativement commun d'obtenir une écriture arbitraire de fichiers via ce type de vulnérabilité. Si vous voulez en savoir plus sur les injections d'arguments et pas donc sur les injections de commandes, il y a un talk qui a été fait à Greuhack 2023 qui résume quand même bien comment ça fonctionne et comment on s'interface avec ce genre de vulnérabilité. La première cible qu'on a attaquée, c'était Fedora Pagure. Donc Fedora, c'est une des distributions les plus populaires. Je ne vais pas présenter le bug dans son intégralité, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Fedora, c'est grosso modo l'upstream pour CentOS et Red Hat. Okay, donc si on compromet Fedora, par effet de bord, probablement qu'on est en mesure de compromettre aussi CentOS et Red Hat. Les packages qui sont gérés par Pagure, donc qui est leur forge de projet, c'est à peu de choses près 50 000 packages qui sont hostés comme ça. Et dans le fil de nos recherches, on a réussi à trouver 4 vulnérabilités, dont une injection d'arguments. Donc si vous voulez plus de détails, je vous mettrai le lien à la fin sur l'article qui est sur notre blog. On va se concentrer cette fois-ci sur Open Build Service. Open Build Service, c'est le système un peu all-in-one d'OpenSUSE pour aller chercher les sources et aller jusqu'à la signature. Donc toute la construction de package, l'intégration, etc. Ça gère pas mal de distributions Linux. Donc déclarativement, ça en gère 21. Enfin, c'est utilisé par 21 distributions Linux. Et donc du coup, ça utilise et ça gère un nombre incalculable de formats pour pouvoir fit avec toutes les distributions Linux. OK. Et sur le serveur central d'OpenSUSE, vous avez environ 140 000 packages qui transitent par OBS. À partir de maintenant, je vais dire OPS parce que Open Build Service, c'est un peu long. OBS, c'est quoi finalement? Si je résume à son plus simple appareil, c'est une application web faite en Ruby on Rails avec des features tout à fait classiques, par exemple de la gestion d'utilisateurs et de l'authentification. On peut créer des packages, on peut aller chercher directement les sources sur des sources diverses et variées. Et ensuite, on a aussi les systèmes de versionning. Si je lui dis mon projet il est hosté par exemple sur GitHub, je lui dis va le chercher à cet endroit-là, il va utiliser Git. Si je lui dis le projet est hosté sur une URL web classique, il va utiliser par exemple wget. Et ensuite, il fait du management, bien sûr, parce que pour construire les packages, il a besoin de gérer des archives. Et donc, du coup, on a vraiment la phase de la récupération des sources jusqu'à la construction du paquet. Et donc, voilà. Comment ça marche fonctionnellement au Open Build Service? Un utilisateur crée un package, il modifie les sources soit depuis la web app, soit depuis l'API. Le scheduler d'OBS détecte qu'il y a des modifications sur le package, donc il faut qu'il reconstruise le package. Donc tiens, une nouvelle version, je vais reconstruire le package. Donc il crée un nouveau build. Il dit au dispatcher de lui trouver un worker qui est disponible pour faire ce build. Le worker crée son environnement de construction de package, et ensuite il construit le package et il le renvoie à l'utilisateur. Donc c'est somme toute une CI/CD un peu traditionnelle. Donc dans Open Build Service, on a trouvé donc une argument injection, on en parlait tout à l'heure. Il y a une directive de configuration dans OBS qui s'appelle download URL. En fait, vous envoyez un fichier qui s'appelle _service, qui est un fichier XML standardisé par OBS, et à l'intérieur, vous pouvez utiliser la directive download URL. Cette directive, elle prend une URL et elle dit en fait au système de build, va me chercher l'URL, le code qui est situé à cette URL, et ensuite fabrique ton package.
Alors, du coup, quand on regarde comme ça, on se dit, ben, c'est bien, ça va prendre une URL, mais qu'est-ce qui se passe si je lui donne, par exemple, quelque chose qui ressemble à un flag de commande Linux? En fait, on se rend compte que c'est wget qui tourne derrière et qui sert à aller rechercher le code. Et on se retrouve avec des wget machin. En fait, wget, si vous lui fournissez pas une URL, il va refuser de fonctionner. Il a absolument besoin d'une URL. Donc, fort heureusement, la directive download URL, elle propose aussi une option qui s'appelle download manifest et qui permet de fournir à wget l'option input file. Input file, c'est au lieu de donner l'URL dans la command line, vous allez lui fournir sous format d'un fichier. Okay, il peut y avoir plusieurs URL, etc. Et donc, on a récupéré la possibilité, donc on voyait que tout à l'heure, si on modifiait l'URL et qu'on mettait des flags de commande, wget nous envoyait paître pour la simple et bonne raison qu'il n'avait plus d'URL. Maintenant qu'on lui passe à travers un fichier, on peut utiliser le paramètre URL pour lui fournir d'autres arguments qui sont un peu plus rigolos. Typiquement, donc, si j'envoie un fichier tempfile qui contient l'URL vers le code que je veux aller chercher, je peux lui fournir à la place de l'URL un flag de wget qui s'appelle output document et qui me permet d'écrire des fichiers à peu près n'importe où sur le disque. Vous allez me dire, c'est rigolo, tu as envoyé un fichier service, tu as envoyé un fichier tempfile, etc. Donc tu as déjà une écriture de fichier et là tu refais une écriture de fichier. La seule différence, c'est que quand j'envoie les fichiers, par exemple tempfile, service, etc., ils sont situés à un endroit de l'arborescence qui n'est pas du tout pratique pour obtenir derrière une exécution de commande. Ils sont situés dans le dossier du package que je veux créer. Et moi, j'ai besoin, par exemple, de déposer des fichiers qui sont à la racine. Donc, vous voyez, quand j'envoie le fichier service que vous avez en haut, ça se transforme, une fois que ça a été traduit en commande, ça se transforme en une requête wget tout à fait classique, et ça va aller m'écrire le résultat de la requête dans /tmp/test. Okay, donc, grosso modo, j'envoie un fichier tempfile, j'envoie un fichier service. Service, il va déclencher le build. Je vais le forcer via l'intermédiaire de tempfile à aller chercher de la donnée sur un serveur que moi je contrôle. Moi je vais renvoyer avec mon serveur le contenu d'un fichier un petit peu malveillant et il va aller me l'écrire à l'endroit que je lui ai spécifié sur le serveur. Ok, donc à partir de cet endroit-là, on avait la possibilité d'écrire et de lire des fichiers arbitraires sur le serveur. Donc c'est déjà pas mal, c'est une jolie vulnérabilité, mais ça ne nous permet pas d'obtenir une exécution de code. Donc on va chercher d'autres options, par exemple de wget, qui vont nous permettre de faire ce truc-là. Il y a une option dans wget qui est un peu heureuse pour nous, qui s'appelle useAspace. useAspace, vous pouvez lui fournir un binaire et au moment où vous allez vous faire votre wget, il va lancer le binaire en question. Le seul problème de useAspace, c'est que vous pouvez justement lui fournir qu'un seul binaire. Vous ne pouvez pas lui fournir des arguments, vous ne pouvez pas lui fournir des options. Donc il faudrait pouvoir déposer un binaire qui, par exemple, crée un reverse shell sur le serveur. Et on ne peut pas faire ça parce que les fichiers qu'on dépose, ils sont pas exécutables. Donc du coup, on ne peut pas dire simplement je dépose un troisième fichier et je l'exécute. Okay, donc l'utilisateur qu'on a, il n'a pas de privilège particulier, il n'a pas de... C'est somme toute un utilisateur assez lambda. Okay, la dernière chance qu'on avait, c'est de trouver un fichier. À partir du moment où on peut écrire un fichier sur le serveur et à peu près n'importe où, la chance qu'on avait, c'était de trouver ce qu'on appelle un fichier RC. Par exemple, quand vous lancez bash, automatiquement, il y a le fichier bash-rc qui est lancé. Quand vous lancez wget, il y a le fichier wget-rc qui est lu, etc. Et il nous fallait un binaire qui, quand il est lancé, va chercher un fichier RC dans le home de l'utilisateur. Et il fallait que l'exécutable en question ait une option qui soit transmettable à travers ce fichier RC là et qui nous permette de lancer des commandes arbitraires. Ça tombe bien, on a fait à grands coups de grep, hein, c'est de manière très très empirique. On a trouvé Preuve. Preuve, c'est le test manager de Perl. Dans Preuve, vous avez une commande qui est fort pratique pour nous, qui s'appelle exec, et vous pouvez la donner à travers un preuve RC. Donc exec, vous pouvez mettre la ligne de commande que vous voulez à l'intérieur et ça va l'exécuter. La seule contrainte qu'on a, c'est que le fichier proversé, il faut qu'il soit écrit dans le home de l'utilisateur. Et comme je vous disais tout à l'heure, fort heureusement, avec la première vulnérabilité d'écriture de fichier, on est en mesure d'écrire à peu près n'importe où sur le serveur. Donc dans le home directory de l'utilisateur OBS Service Run.
Si je résume pour vous faire un petit peu le déroulé, au début, on envoie un fichier tempfile, un fichier tempfile2 qui contiennent les URL malicieuses vers lesquelles on va aller chercher ce qu'on appelle des stagers. Okay, et en fait, qui contiennent des données valides qui correspondent à un proversé et à un wget-rc. Donc, par exemple, quand je fais ma première injection de commande, je lui fournis le tempfile, donc le premier, et je vais écrire le résultat dans proversé. Si dans output document, comme wget est lancé directement avec wget et avec l'utilisateur qu'on a envie d'exploiter, c'est bien, ça va l'écrire directement dans son home. Ensuite, j'envoie un fichier tempfile2 qui va aller contenir le contenu d'un wget-rc. Ensuite, je vais faire une troisième requête qui va redéclencher un wget, mais comme j'ai déposé un wget-rc, il va utiliser l'option useAskPass qu'il y a à l'intérieur et qui va déclencher prov. Quand prov va être lancé, il va regarder s'il a un proversé qu'on a déposé dans la première requête. Et donc, du coup, il va lancer prov avec la commande exec qui contient les commandes arbitraires que je lui ai déposées avant. Et à partir de cet endroit-là, j'ai gagné parce que j'ai une exécution directement de commande sur le système de build d'OpenSUSE. Le process de disclosure, on a trouvé la vulnérabilité le 27 juin 2024, donc l'année dernière, et elle était fixée en production aux alentours du 10 juillet. Donc c'est quand même relativement rapide et c'est quand même pratique de travailler avec les gens de l'open source parce qu'ils sont généralement très réactifs avec ce genre de problématiques. J'ai préparé une petite démo pour que vous puissiez vous rendre compte à quoi ça ressemble et pour pouvoir voir ce qu'on peut faire un peu plus loin. Et voilà. Donc au début, je me connecte avec mon utilisateur non privilégié qui s'appelle unpriv-user. Je vais aller voir ce qu'il y a sur OBS. Et donc du coup, je vais dans le projet qui ne m'appartient pas, qui s'appelle Project Admin. Je vais regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il y a un fichier que je peux pas modifier et qui s'appelle, qui dit this file, ce fichier appartient à l'utilisateur admin. Donc je regarde, on voit qu'il n'y a qu'un seul utilisateur qui a les droits sur ce projet, c'est l'utilisateur admin. OK. À partir de... Donc je vais télécharger le package pour bien m'assurer que le package qui est déjà construit, il est sain. Hop. Donc là, je regarde le paquet RPM qui a été construit et je retrouve bien mon fichier qui me dit que ce fichier appartient à l'admin et qu'il a été construit par l'admin. OK, à partir de ce moment-là, je vais pouvoir aller moi dans un projet que j'ai créé, puisque comme on est sur de l'open source, c'est collaboratif. Donc je vais dans mon projet qui s'appelle Home Personnel Package et je vais commencer à faire des trucs un petit peu filous. Donc à droite, je lance un terminal en écoute qui va me permettre de distribuer, si vous vous rappelez, les fichiers proversé, wget-rc et le dernier fichier d'exécution. OK. Donc je vais chercher, je vais chercher d'abord mon wget-rc, mon proversé, et je lance mon stage 3 qui, grosso modo, va lancer prov. Hop. Donc là, je relance mon serveur en écoute et j'attends de voir si OBS revient suite à l'exécution dans le proversé de mon script malveillant. Et normalement, il doit... Voilà. Hop. Et voilà, on voit qu'il est revenu et j'ai une exécution de commande sur le serveur d'OBS. OK. On voit que j'ai bien l'utilisateur, comme je disais tout à l'heure, OBS Service Run. Mais à partir de cet endroit-là, vous n'avez pas droit non plus d'aller modifier les packages de tous les autres utilisateurs. Ce serait trop beau, ce serait trop facile si à partir d'un simple access shell, vous pouviez le faire. Par contre, en fait, il y a une API qui vous permet d'aller communiquer avec le serveur qui est derrière dans l'infrastructure de build et qui vous permet de modifier directement les packages d'autres utilisateurs. En fait, il n'y a pas de contrôle d'accès qui est fait entre ces deux briques-là. Donc on voit que j'ai envoyé une requête non authentifiée au serveur intermédiaire qui est derrière, qu'on appelle le source serveur, et pour lui dire modifie-moi le package de l'admin et va m'y mettre des données arbitraires. Et donc on voit, hop, dans la vidéo, si je reviens, je retourne sur mon paquet d'admin et si je regarde dans mon paquet d'admin, effectivement, le package a été modifié. Le paquet d'admin sur lesquels je n'ai pas les droits a été modifié arbitrairement avec des données que je lui ai fournies. OK. Et de manière pratique, comme je vous disais au début de comment ça marche, à partir du moment où le scheduler et OBS détectent qu'il y a un changement sur un package, il va reconstruire automatiquement le package. Donc, ce qui fait que là, j'ai le RPM qui a été rebuild suite à ma modification non autorisée. Et donc, si je regarde à l'intérieur du package d'admin maintenant qui a été reconstruit,
et ben, effectivement, je retrouve la modification que j'ai faite préalablement sans avoir les droits normalement. OK. Hop. En termes de conclusion, du point de vue d'un attaquant et du point de vue de nos recherches, on a trouvé que c'était, et alors c'est triste à dire, mais on a trouvé que c'était un petit peu trop simple finalement. On ne s'attendait pas, quand on a lu que Jiatan avait mis 3 ans et demi, 4 ans à compromettre un paquet pour les différentes distributions. On ne s'est pas dit que ça allait nous prendre 2 semaines. Grosso modo, nous, c'est que ce soit pour Fedora ou OpenSUSE, c'est 2 semaines d'effort, pas à temps plein. Donc, grosso modo, entre le rôti et le dessert. Okay, on a mis un petit peu d'effort le soir, l'après-midi, etc. Mais c'est pas un truc à temps plein. D'un autre point de vue, les brokers de vulnérabilité, donc les gens qui achètent des vulnérabilités pour les revendre à on ne sait pas qui, on s'est renseigné, on a regardé sur les brokers publics. Ils achètent ce type de vulnérabilité, donc ça veut dire que ça intéresse du monde quand même. Moi, si j'étais un RSSI, si je voyais ce genre de vulnérabilité et que je voyais qu'il y a des gens qui les achètent, je me poserais 2-3 questions quant à la prise en compte, par exemple, dans mes analyses de risque de ce genre de problématiques. Donc ça veut dire qu'on n'est pas les seuls intéressés par le sujet. Et le troisième point, du point de vue d'un attaquant et des points de vue des recherches, c'est que les injections d'arguments, c'est toujours, entre guillemets, aussi simple parce que personne ne les cherche. À titre informatif, Thomas, qui a travaillé aux recherches, notamment sur Pagure, il y a 200 CVE, grosso modo, qui comportent le tag Argument Injection. Il y en a plus de 10%, il y en a 15% à peu près, qui sont des CVE à lui. À croire qu'il n'y a que lui qui les cherche. OK. Donc, il n'y a pas vraiment de moyen de s'en protéger, malheureusement. Donc c'est une problématique qui est intéressante. Du point de vue défensif et du point de vue de l'analyse de risque, on dit souvent cet adage, vous savez, cette maxime qui dit que le niveau de sécurité de votre infrastructure dépend du maillon le plus faible. Alors, en théorie, c'est vrai, mais pas que. C'est-à-dire que ça peut dépendre aussi de maillons qui sont en dehors de votre système d'information et de trucs pour lesquels probablement vous n'avez jamais entendu parler. Et donc l'attaque peut arriver par des endroits qui sont insoupçonnés. Okay, on ne va pas se dire que le process de mise à jour de nos serveurs Linux, c'est le point d'entrée d'un attaquant normalement. Et ben, en fait, c'est des choses qu'il faut avoir à l'esprit et garder en tête. Voilà. Du point de vue de la conclusion à proprement parler, pour nous, on se dit que quand même il y a beaucoup de sociétés qui, de manière, enfin dans leur fonctionnement, etc., utilisent des écosystèmes open source et des projets open source, qu'elles le sachent ou qu'elles ne le sachent pas d'ailleurs, et que c'est peut-être le moment, parce qu'on parle quand même de, entre guillemets, de barbus dans leur garage, hein, qui sont en train de faire ces distributions Linux, c'est peut-être le moment que le domaine du privé contribue en échange à la sécurisation des process de l'open source. Voilà. Si vous avez besoin de plus de détails, parce que j'ai dû aller très vite, on a fait une suite d'articles qui détaillent les 2 vulnérabilités et ce que sont les attaques supply chain. Il y a eu un No Limit Secu qui est sorti la semaine dernière, qui le détaille un petit peu aussi. Et si vous voulez le replay avec le détail complet en anglais, vous avez aussi le replay d'Insomniac, qui était il y a 3 semaines, qui est disponible aussi sur YouTube. Je vous remercie. Merci à vous, bravo. Je vais également rappeler que si vous souhaitez le replay de cette conférence, il sera disponible sur la chaîne YouTube du InCyber Forum, quelque chose comme 1 mois après l'événement. Vous aurez à chaque fois l'onglet de tous les espaces de discussion et de conférences. Il y aura l'onglet Tech Lab et ensuite il n'y aura plus qu'à regarder par jour et par programme. Merci encore, bravo pour votre conférence. Nous avons sur scène encore une dernière conférence à mener pour ce second jour. L'intervenant est dans la salle, il va venir s'installer. Je vous souhaite à tous un très bon forum.